Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. 100% direct, c'est un programme spécial que nous vous proposons autour d'une dame et surtout d'un livre. C'est celui-là, voilà. Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs. Conseil aux parents, bien sûr. Son auteur, c'est Madame Annick Djokanga, qui est mon invitée cet après-midi. Bonjour Madame Djokanga. Bonjour Cyr, merci pour votre invitation. Merci à vous aussi d'avoir pris le temps de répondre à cette invitation de Zena TV. Alors certains vont se dire, qu'y a-t-il dans ce livre? Avant que nous abordions concrètement le livre, votre père, Adolphe Djokanga, était quelqu'un qui a beaucoup contribué à l'émergence, surtout à donner aux langues africaines, notamment le lingala, leur place importante. Est-ce qu'on peut en dire un mot rapidement, tout le travail qu'il a fait à l'INALCO, c'est ça? Oui, je vous remercie Cyr d'évoquer donc la mémoire de mon père, feu le professeur Adolphe Djokanga. Il a contribué donc sa vie durant à la promotion du lingala, notre belle langue, qui a une grande dimension et notamment aussi une dimension spirituelle. Et nous, ses enfants, donc depuis son décès en 1998, nous travaillons à la promotion de ce travail. Donc, il a écrit une grammaire, des dictionnaires, et nous avons créé un site internet qui s'appelle édition-djokanga.com où on peut se procurer tous les ouvrages que papa a écrits. Voilà, c'est un travail c'est un travail universitaire. Hein. Oui, papa était professeur d'université. Il a été détecté très tôt au Congo par les missionnaires français parce qu'ils avaient détecté qu'il avait l'esprit de la langue, du lingala. Il était conteur, il était très connu parce qu'il faisait de la radio. Donc dans le cadre d'un programme culturel, ils lui ont proposé de venir en Europe. Donc il a étudié en Allemagne, il a fait des études de linguistique pour le préparer au travail donc de rédaction de ses dictionnaires. Voilà. Et à la fin de sa vie, il était professeur à l'INALCO à Paris. Donc tous ces ouvrages aujourd'hui sont disponibles, on peut les retrouver, on peut les commander, et surtout pour ceux qui pratiquent le lingala, même sur le plan professionnel. Hein. Parfaitement. C'est vraiment des ouvrages de référence aujourd'hui sur le lingala. Nous travaillons actuellement à la réédition d'un de ces dictionnaires qui fait 1200 pages. Wow. Donc ce n'est pas un lexique. D'accord, donc voilà, donc vous avez bien compris qu'on a affaire, je dirais, si vous me permettez l'expression, à la fille de quelqu'un, et nous allons découvrir, elle n'a pas seulement un nom, mais aussi un prénom, c'est Annick. Annick Djokanga, ce livre, je l'ai dit en l'annonçant il y a quelques jours, que c'est un livre coup de poing pour moi, parce qu'on découvre là des choses parfois qu'on ignore, qu'on connaît, mais qu'on fait semblant d'ignorer. D'abord, c'est quoi le déclic pour écrire ce livre, Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseil aux parents? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous réveillez, me dites, écoutez, je vais écrire un livre, un essai avec un tel titre? Alors en fait, le déclic pour moi a été la parution d'un ouvrage il y a 10 ans maintenant qui s'appelle Le déni des cultures par Hugues Lagrange, publié aux éditions du Seuil. Et dans cet ouvrage, cet auteur continuait à tenir des propos très dépréciatifs par rapport à la jeunesse noire, les afrodescendants, en mettant en exergue leur criminalité, leur délinquance. Il soutenait même que la délinquance des afrodescendants surpassait celle des arabo-musulmans. Donc tous les poncifs, les lieux communs qu'on entend toujours sur la jeunesse afrodescendante. Et je me suis dit, non, je vais répondre à ce monsieur pour lui dire que nous, nos parents ne nous élèvent pas pour devenir des délinquants, et nous n'élevons pas nos enfants pour devenir des délinquants, des gens en marge de la société, mais qu'au contraire, c'est la société occidentale, la société française, qui a un problème avec nous et qui n'intègre pas et qui ne pratique pas l'inclusion par rapport à nos enfants. Voilà, une société française qui a des problèmes. Est-ce que vous vous êtes dit, avec ce livre, la réponse elle est définitive ou il y a encore des choses à proposer ou à découvrir par rapport à toute la littérature qui existe aujourd'hui? Je n'ai pas la prétention d'avoir tout lu sur cette thématique. J'explique dans mon livre, j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis pendant 1 an en tant que jeune fille au père. Et là-bas, en arpentant les rayons des librairies, j'ai trouvé une littérature très nombreuse sur les problèmes d'identification des Noirs américains. Il y a une liberté de ton, une liberté de parole qu'on ne retrouve pas en France. Et donc, j'ai le sentiment d'avoir publié le premier livre
qui aborde le maximum de thématiques autour de ces problèmes identitaires, Oui, avec dans un ton bienveillant pour ne pas heurter... Pas toujours, là. Ça dépend du chapitre. Hein, parce que la bienveillance, c'est vrai qu'elle est là, mais ça dépendra du chapitre. Alors, ça vous a pris combien de temps pour écrire ce livre? Il m'a fallu 7 ans pour écrire ce livre. Qu'est-ce qui vous manquait en fait? 7 ans, on s'est dit, c'est quand même beaucoup. Écoutez, moi j'ai eu la chance de voir papa travailler. Et à l'époque où je voyais mon père travailler, je ne pensais pas qu'un jour j'écrirais. Et il m'avait dit, un livre, ça ne s'écrit pas d'une traite. Il faut prendre le temps de vivre. Quand l'inspiration vient, on y travaille. Et puis quand l'inspiration part, eh ben on continue sa vie ordinaire. Et donc c'était des va-et-vient comme ça pendant 7 ans. Rassembler les documents, parce que c'est un livre qui est très documenté. Hein, c'est-à-dire que chaque propos qui est avancé, ben, on va chercher, je dirais, dans les médias ou dans les littératures, ce qui a été dit pour illustrer, bien sûr, qu'on ne raconte pas que des âneries. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà, mesdames et messieurs, vous connaissez donc le principe du 100% direct, c'est que vous posez des questions, si vous avez des contributions, n'hésitez pas. Notre invité qui est là, Annick Djokanga, vous répondra. Donc nous parlons autour de ce livre, Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs. Le problème des enfants noirs ou métis aujourd'hui, vous les connaissez, vous êtes parents, que ce soit surtout à l'école, la manière dont les enfants sont traités. Vous connaissez aussi aujourd'hui, il n'y a pas que les enfants, mais il y a aussi les conseils aux parents, puisque des reproches qu'on peut faire aux enfants noirs ou métis, parfois ce sont les parents qui n'ont pas au départ fait leur job. Alors, Annick Djokanga, ma première question quand j'ai eu ce livre en main, je me suis dit, bon, le titre déjà, il est quand même, je dirais, il n'est pas donné. Et je me suis dit que finalement, est-ce que pour vous, être noir en France, c'est différent d'être métis, alors que vous avez été aux États-Unis? Métis, c'est noir, noir, c'est noir. On a dit Obama qu'il était le premier président noir, alors qu'en France, on disait qu'il était le premier président métis. Alors, est-ce que, en traversant comme ça les cultures, l'entendement déjà du titre qui est le vôtre peut aussi prêter à confusion? Écoutez, moi je pense qu'autour de la question métis, en fait, le métis est noir ou blanc selon la personne qui le regarde. Il est entre ces deux identités, et dans les mondes noirs, le métis est plus vu comme un blanc, et dans les mondes blancs, le métis est vu comme un noir. Donc c'est cette ambivalence permanente qu'ils doivent gérer. Donc non, les métis ne sont pas des noirs, les métis ne sont pas des blancs, ils sont noirs et blancs. Voilà, ils sont noirs et blancs, et quand vous allez aux États-Unis, ben, ils sont noirs. Parce qu'on est dans un monde dominé par les blancs. Et quand vous venez en France, ben, ils sont pas noirs, ils sont métis. Ils sont métis, pas tout à fait noirs, parce qu'ils sont quand même un peu plus valorisés que les noirs, ce que j'explique dans mon livre. Oui, alors on va revenir sur le livre. On a bien compris pourquoi vous avez écrit le livre. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? C'est quoi le problème en fait? Voilà, on va dire, c'est quoi le problème? Alors le problème, c'est que les parents doivent prendre conscience que les enfants, les afro-descendants qui grandissent dans un monde de blancs vivent de l'injustice. De l'injustice à deux égards. Première injustice, l'homme noir n'est pas valorisé dans les systèmes européens, les systèmes éducatifs. La science reconnaît que l'homme noir est à l'origine de l'humanité, mais quand on feuillette les ouvrages scolaires, bien qu'il ait vécu des millénaires en Afrique et qu'il continue à y vivre, il n'a rien fait, il n'a rien apporté à l'humanité. Et en fait, on a javellisé l'histoire de l'humanité. L'homme noir est à l'origine de la plupart des grandes civilisations que l'on connaît, mais dont l'identité est cachée. Les Sumériens étaient des Noirs, les Babyloniens étaient des Noirs, les Égyptiens étaient des Noirs, les Hébreux étaient des Noirs, les Phéniciens étaient des Noirs, et les Noirs ont contribué largement à l'avancée de l'humanité. Les Noirs étaient partie prenante dans les civilisations grecques. Chez les Romains, on avait des généraux grecs. Les Grecs sont venus se former chez les Noirs. Et c'est tout un pan de l'histoire de l'humanité qui est caché. Et ça, c'est la première injustice que les afrodescendants doivent subir parce que leur image n'est pas valorisée. Deuxième injustice, l'homme noir est montré comme pauvre. L'homme noir est montré comme pauvre et les enfants afrodescendants qui grandissent en Europe apparaissent plutôt comme des profiteurs du système, des assistés, alors que la réalité est tout autre. Les Africains sont immensément riches.
nous sommes immensément riches et ce sont plutôt les Occidentaux qui se nourrissent du sang de notre patrimoine et ils renversent la situation en nous faisant apparaître comme des assistés. Donc moi, je veux que les enfants noirs grandissent en étant restaurés de la connaissance de leur histoire, de la valeur des civilisations et de la culture dont ils sont les rejetons, et aussi dans la connaissance de leur richesse, parce qu'ils contribuent largement au développement, et ils ont contribué et continuent à contribuer largement au développement économique des sociétés occidentales. Donc moi, je veux que les enfants afrodescendants puissent évoluer paisiblement dans le respect des lois, des personnes et des biens, en étant accueillis et respectés dans les sociétés occidentales dans lesquelles ils vivent, parce que à ce jour, c'est plus l'Occident qui profite de la richesse de l'Afrique que le contraire. Voilà, on a bien compris ce préalable. Alors, Annick Dzokanga, j'aimerais bien qu'on puisse avoir, je dirais, quelques éclaircissements. Vous commencez ce livre à la page, c'est déjà pour commencer, parce que nous devons dire la vérité à nos enfants. La France, majoritairement peuplée d'individus de race blanche, reste malgré des évolutions culturellement négrophobes. On vous objecterait en disant, écoutez, prendre la place de l'enfant, c'est déjà une très bonne chose, puisque l'enfant est sans défense. Est-ce que ce livre aurait pu s'intituler « Être noir ou métis chez les Blancs », tout simplement? C'est vrai que j'ai mûrement réfléchi pour arrêter le titre de ce livre. Dans un premier temps, j'avais pensé écrire « Grandir noir ou métis chez les Blancs ». Mais je me suis détournée de ce titre-là parce qu'il ne met pas suffisamment en lumière les conseils pratiques que je donne aux parents, et ça risquait de donner l'impression qu'en fait que c'était juste une autobiographie, l'expérience d'une vie d'une personne. Donc c'était pas suffisant et c'est pour ça que je me suis écartée de ce titre. Voilà, vous êtes écarté de ce titre et aujourd'hui on a quand même un titre qui donne toute la place à l'enfant, que pour vous aujourd'hui, si les adultes ont des problèmes avec eux-mêmes, notamment par rapport à leur identité, c'est parce qu'enfants ils n'ont pas eu les bonnes informations. Oui, effectivement. On est tous victimes de cette situation, de ce rapport très déséquilibré dans nos relations entre blancs et noirs. Et quand on n'a pas pris le temps d'y réfléchir, parce qu'on a été amené à vivre comme on a vécu, effectivement, on a intégré un certain nombre de préjugés contre nous-mêmes que malheureusement, on a tendance à transmettre à nos enfants. Voilà, transmettre des préjugés à ses enfants, dites-vous, Annick Dzokanga. Au fur et à mesure qu'on feuillette ce livre, mesdames et messieurs, c'est un livre qui est très intéressant, qui vous permettrait peut-être de découvrir certains aspects ou des oublis inconscients par rapport à ce que nous vivons avec nos enfants, qu'ils soient noirs ou métis ici en France. Alors, vous parlez de beaucoup de choses, il y a quand même des termes qui sont dedans, qui sont assez forts. L'histoire de l'Afrique qui n'est pas valorisée. On voit aussi que finalement, entre les enfants, qu'ils soient blancs, noirs ou métis, au départ, les choses semblent aller mieux, mais la construction individuelle impacte après, que ce soit sur le plan social, professionnel, chez les enfants noirs. Oui, tout à fait, parce qu'en grandissant dans un environnement eurocentrique, comme est celui de la France, l'enfant noir reçoit le message que pour être beau, bien, intelligent, il faut être blanc. Le système éducatif français a pour mission de survaloriser son patrimoine culturel, historique, civilisationnel. Donc, je le comprends, c'est une chose que je comprends, mais j'explique en quoi c'est un danger pour nos enfants quand ils sont noirs, parce qu'ils intègrent en même temps des préjugés qui sont très inhibiteurs pour nos enfants. Et c'est ça qui est problématique. Quel a été votre cas? Vous êtes en France depuis les années 70. Quel a été votre cas personnel? Aujourd'hui, vous êtes une femme épanouie, vous écrivez ces choses-là, peut-être avec une douleur. Quelle a été, votre enfance dans ce milieu de la fin des années 70 par rapport à celle de vos enfants des années 2000? Oui, alors moi, mon histoire, elle n'est pas particulière, mais moi, ce que je peux dire, c'est que je suis née dans un monde noir, et je l'explique. Le fait de naître dans un monde noir ou dans un monde blanc, ça change énormément de choses, parce que l'identification de l'être humain se fait pendant les premières années de sa vie,
et l'enfant a tendance à s'identifier au modèle majoritaire. Donc moi, je suis née dans un monde noir, j'ai fait des expériences très positives avec ma parentèle, avec tous les gens qui m'entouraient, et je me suis identifiée positivement en tant que noire. Je n'avais pas un discours social dépréciatif par rapport à ce que j'étais. Donc quand je suis arrivée ici à 7 ans, le socle identitaire était déjà constitué, verrouillé. Les enfants noirs ou métis qui naissent en France ont tendance à s'identifier au modèle dominant, au modèle blanc. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. Et en s'identifiant au modèle blanc, c'est-à-dire en le valorisant, etc., ils intègrent aussi les préjugés raciaux que ce modèle blanc a vis-à-vis des afrodescendants. Donc vous, en fait, vous avez fait la paix avec vous-même. Oui, moi j'ai fait la paix avec moi-même, et je l'explique aussi, et je rends hommage à mes parents, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné une identité sereine. Donc ces questions identitaires, je les envisage de façon très sereine, et j'explique dans mon livre, je n'ai pas du tout d'animosité par rapport aux Blancs, je fais juste une étude à froid, sociologique, d'un certain nombre de problèmes sociétaux, mais sans aucune animosité, donc j'ai une relation très sereine par rapport à ces questions. Dans ce livre, Annick Djokanga, on découvre aussi, je dirais, des néologismes, ou vous me direz, peut-être c'est moi qui le découvre ici, l'afrosophie, c'est quoi? L'afrosophie, c'est toute la science, la sagesse autour de l'africanité. Voilà. Et donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on s'approprie? Comment devient-on afrosophe, si vous me permettez l'expression? Oui. C'est vrai que, oui, Sophia, c'est la sagesse en grec. Et tout à fait. Intéressant de la coller avec le mot Afrique. Hein. Donc, même si aujourd'hui... Donc, est-ce qu'un blanc peut être afrosophe? Oui, parfaitement, pourquoi pas. À partir du moment où il cherche, en étant de très bonne foi et dans le respect qui se doit à toute étude de l'être humain, des sociétés humaines, il peut parfaitement devenir afrosophe en comprenant l'histoire de nos populations et nos réalisations, les reconnaître et les difficultés qu'on rencontre actuellement. Annick Djokanga, votre livre parle bien sûr des enfants, mais conseille aux parents. Alors, dans ce livre, quand on le feuillette au fur et à mesure, on se rend bien quand même compte, parfois, vous faites plus confiance, je dirais, au côté pratique des parents par rapport aux sachants sur ces questions d'identité. Oui, et je m'en explique dans mon livre. D'aucuns vont considérer que je n'ai pas la formation, je n'ai pas les diplômes académiques pour pouvoir parler de ces sujets sociétaux, mais je considère que l'expérience aussi est une science, et je ne vois pas en quoi on va interdire aux gens de pouvoir parler de choses qu'ils ont expérimentées directement. Donc, je m'oppose à toute dictature intellectuelle. Voilà, vous vous imposez à toute dictature intellectuelle, et pourtant, vous n'êtes pas aussi favorable à l'identification raciale positive. On a connu la discrimination positive de M. Sarkozy. C'est quoi pour vous l'identification raciale positive? Alors, l'identification raciale positive, c'est la possibilité de se reconnaître, de reconnaître son groupe d'appartenance génétique comme quelque chose de positif, et ne pas en avoir honte, ne pas chercher à le fuir et ne pas entretenir des relations compliquées avec ses congénères et avec tout ce qui constitue notre patrimoine culturel, linguistique et civilisationnel. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en direct sur Ziana TV. Mon invité pour ce 100% direct, c'est Madame Annick Djokanga. Elle est auteure de ce livre, Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseil aux parents. Annick Djokanga, nous avançons avec vous quand on feuillette, bien sûr. Ce qui était important, quand vous avez ce livre en main, c'est vrai qu'il est parfois difficile de s'arrêter parce que, au fur et à mesure que vous parcourez ces pages, vous vous rendez bien compte parfois, vous vous posez des questions sur vous-même et surtout sur la manière dont nos enfants, noirs ou métis, devraient grandir ici. Alors, Annick Djokanga, quand on est dans un environnement culturel, on se rend aussi compte que finalement, on est obligé de faire avec. Comment, pour un enfant, se dire, écoutez, je dois prendre un peu ici, un peu là, pour que je construise ma propre, identité, tout en sachant que le commun que vous avez pu bénéficier, la valorisation des acteurs issus du monde noir, on ne trouve pas. C'est dans la famille, il n'y a pas ce travail qui est fait. Alors, il n'y a pas de difficulté parce que l'être humain est très souple. Un être humain est très souple. On sait que, par exemple, les petits bébés, ils sont en capacité d'apprendre une multitude de langues en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent. Donc, il y a une souplesse de l'être humain.
qui fait que vivre dans un environnement blanc n'est pas problématique et j'encourage les parents à veiller à ce que leurs enfants intègrent tous les codes du monde blanc parce que c'est le mode c'est le monde dans lequel ils vivent et ce n'est pas problématique. Mais en intégrant ces codes-là, il faut que les parents aussi fassent un travail de renforcement identitaire pour que leurs enfants ne dénigrent pas leurs codes sociaux, culturels et linguistiques de leur origine, parce que l'enfant en a aussi besoin pour grandir. Donc valoriser sa langue, valoriser sa culture, valoriser les auteurs afro-descendants, les arts afro-descendants et toutes les initiatives qui sont positives et qui montrent à l'enfant que nous avons dans notre communauté des gens très valeureux et qui méritent d'être connus et qui sont pour lui, qui peuvent être pour lui des rôles modèles. Oui. Alors, parler de modèle, Annick Dzokanga, restons pratico-pratiques. Les enfants aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, ils ont la télé, mais on voit quand même dans le domaine des arts aujourd'hui beaucoup d'afro-descendants qui sont en train, je dis, si vous me permettez l'expression, de percer. On voit aussi qu'aujourd'hui, l'apport des cultures afro-descendantes, dont les arts musicaux surtout, il y a quand même quelque chose. Est-ce que ça, un enfant n'a pas là aussi, je dirais par le biais de la télé, des éléments d'identification pour se construire à partir de ce qu'il voit? Oui, ça j'entends bien et je l'explique aussi dans mon livre, mais tous les enfants afrodescendants n'ont pas vocation ou n'ont pas l'appétence pour devenir des chanteurs, des danseurs ou des footballeurs. Effectivement, ces secteurs d'activité sont largement ouverts aux afrodescendants. Pourquoi? Parce que c'est pas ça ne demande pas beaucoup d'efforts, c'est quoi le problème? Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas la matrice des élites. C'est pas que sur ces connaissances-là, que je ne dénigre pas, c'est pas sur ces savoirs et ces compétences que les civilisations se bâtissent. D'accord? On voit que quand les afrodescendants intègrent ces secteurs d'activité, ils sont excellents, ils brillent. Dernier exemple en date, la Coupe du Monde de football, on voit la composition de l'équipe de France, voilà, il y a une prévalence. Mais là où le bas blesse, c'est que dans les secteurs scientifiques, les formations scientifiques, on se rend compte que les afrodescendants sont très peu représentés. Et c'est ça le problème. C'est que nos enfants sont orientés vers des voies et certaines portes leur sont fermées. Et c'est ça qui est problématique. Et je pense que la société française et l'humanité en général n'avancent pas en faisant ce genre de discrimination. Parce que des scientifiques, on peut en avoir de très bons, même chez les Noirs. Donc ne pas donner aux enfants afrodescendants la possibilité d'intégrer ces filières d'excellence, c'est faire reculer la société et l'humanité en entier. Oui. Alors, il faut quand même dire aussi une autre chose, Annick Dzokanga. On entend votre discours d'une manière universelle, mais si on rentre un peu dans le particulier, parfois, il faut arriver à nuancer. Quand on parle de l'école, notamment en termes d'acquisition dans le milieu scolaire, vous conviendrez avec moi qu'un enfant qui est à l'école des Roches, qui est quand même des écoles très très réputées, et celui qui est dans une école, je dirais, du côté de Bondy, sans pour autant, je dirais, cracher sur le 9-3, on croit quand même que les apports culturels, en termes de construction d'identité, seront quand même différents, et pourtant tous les deux, ils sont noirs. Oui, les apports seront différents, mais bon, là, les moyens aussi qui sont mis en place ne sont pas les mêmes aussi. Donc, on le voit, il y a un parquage des afro-descendants dans certaines écoles de banlieue, avec des enseignants qui ne sont pas super motivés. Et ça, on le sait. Pourquoi? Parce que, bon, moi, dans ma génération, j'ai des amies enseignantes de toutes les ethnies et qui disent la réalité. Il n'y a pas une grande appétence pour certains professeurs d'aller enseigner dans ces écoles-là. Donc, quand eux-mêmes ne sont pas très motivés, ce n'est pas évident de motiver leurs jeunes. Il y a aussi des problèmes sociaux, des familles, le manque d'implication. Ça, je ne le conteste pas. Donc voilà la réalité de cette différence. Alors, cette réalité, elle est aussi frappante quand on voit au niveau des familles, parce qu'on pose souvent, il est dit, quand vous êtes dans le milieu de l'éducation nationale, que les familles noires ou arabes sont des familles qui sont démissionnaires. C'est-à-dire que devant l'institution scolaire, on les voit très peu dans les réunions, on les voit très peu s'impliquer dans la vie scolaire. Est-ce que là aussi, quelque part,
ce découragement n'est pas déjà le fait d'une, je dirais, d'une construction ratée de soi qui fait qu'on a peur d'aller à l'école. Comment l'école pourrait-elle changer ou l'éducation pourrait-elle changer si les parents sont quasi invisibles ou s'ils ont été javelisés par l'institution? Oui, alors là, c'est un sujet qui est quand même essentiel et il y a plusieurs facteurs qui doivent être évoqués pour pouvoir cerner la problématique. Alors, ce n'est pas forcément une question d'identification raciale ratée des parents. Les parents sont leur construction identitaire, ils l'ont faite dans leur pays. Simplement, ils arrivent dans un pays où ils n'ont pas les codes. Ils n'ont pas les codes, ils ont peur, ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont peut-être pas forcément bien accueillis par le milieu scolaire qui peut se montrer pédant et peut-être effrayant. Il y a ce problème-là. Il y a aussi une confiance aveugle de certaines familles dans le système scolaire. Il faut l'avoir connu pour savoir en quoi il peut être un piège pour les enfants afrodescendants, ce qui est mon cas et le cas de beaucoup de jeunes de ma génération. Et le troisième problème, c'est effectivement les problèmes socio-économiques des familles qui voudraient bien pouvoir participer à la vie scolaire, mais le travail, c'est pas facile, les heures de travail, tout, et les difficultés, les divorces, toutes ces difficultés qui se concentrent souvent dans ces familles, font que, même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas participer à... Donc vous nous dites que la volonté y est? La volonté y est, mais ils n'ont pas forcément les codes. Oui. Et c'est pour ça que nous, gens de notre génération, nous devons nous impliquer. Nous avons besoin d'animateurs de communauté. Nous avons des jeunes en âge et en compétences pour prendre le relais des parents en montant des associations qui pourraient être des interlocuteurs pour l'institution scolaire pour pouvoir aider les afrodescendants, les jeunes que nous voyons qui sont en difficulté scolaire. Et ça fait partie de nos responsabilités à nous. Alors, on a déjà une première question. Il y a monsieur JHT qui pose la question suivante. Quelle est la matrice des élites d'après vous et pouvez-vous en modeler? Pardon? Quelle est la matrice des élites d'après vous? Est-ce que vous pouvez en modeler? Est-ce que vous pouvez faire un modèle d'une matrice? La matrice des élites, ce sont les écoles scientifiques. C'est là qu'on trouve les dirigeants du monde occidental. C'est de là qu'ils proviennent, les écoles d'excellence. C'est ça la matrice des élites. Donc je ne peux pas en modeler, il faut simplement pouvoir y accéder sans discrimination. Il faut demander la permission, on y accède comment? Parce que c'est aussi le problème aujourd'hui. Si vous posez toute cette problématique, je vois très bien l'intérêt des parents qui nous suivent cet après-midi. Ils vont se dire, bon, Madame Djokanga, elle est bien gentille, elle nous dit tout ça, bon, nous on connaît, on le vit au quotidien, on ne va pas à l'école, dans TAC, mais on fait comment? Alors on fait comment? On va demander la permission? Non, on ne peut pas demander la permission. Alors on fait quoi? On casse tout, on dit, on va en France? Il faut être vigilant, il faut avoir des instances représentatives, des organisateurs de communauté qui sont des interlocuteurs pour le système éducatif, parce qu'on a des enfants qui sont brillants et qui sont détournés de ces écoles d'élite par des appréciations des enseignants, par donc le dossier scolaire, manque d'informations, parce que quand on peut aller voir les services qui donnent des informations sur les orientations, certaines formations ne sont pas forcément présentées aux enfants. Quand les parents ne connaissent rien au système, ils ne peuvent pas eux-mêmes creuser en disant non, il t'a parlé que de ça, mais il y a aussi ça avec ton profil, etc. Donc c'est à nous qui connaissons ce système de pouvoir être actifs. Alors est-ce que en filigrane vous voulez dire, Annick Djokanga, qu'il y a une organisation peut-être inavouée d'exclusion d'enfants afro-descendants ou métis dans cette sphère des élites? Écoutez, moi je ne suis pas la seule à le dire. Quand je parle aussi dans mon livre, on sait que quand les étudiants africains veulent venir faire des études scientifiques en France, en fait, ils sont déroutés et ils se retrouvent à faire tout à fait autre chose. Et puis il y a aussi un auteur qui a écrit ça, je retrouver son nom. Il a écrit ils ne peuvent pas devenir scientifiques si on les empêche d'intégrer les classes, les écoles, la première S. Je ne retrouve pas son nom, mais ça va me revenir et je pourrai vous le dire. Donc je ne suis pas la seule à le dire. Oui. Alors, vous n'êtes pas la seule à le dire. Le seul problème, c'est que ceux qui le disent aujourd'hui ne donnent pas non plus les pistes pour en sortir. Vous nous dites, par exemple, bon, il faut qu'il y ait des organisateurs de communauté, mais sauf qu'on a vu une institution officielle un peu comme le CRAN
qui est aujourd'hui devenu l'ombre de lui-même. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est fait. Les premiers jours, c'était tout beau, tout le monde s'y est plus ou moins reconnu. Et aujourd'hui, je vous demanderai peut-être de me dire qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, bon, nous ne vivons pas dans la planète des bisounours. Qui finance le CRAN, hein? À partir du moment où on trouve les financeurs, on sait qu'il y a un contrôle sur ces organisations. Donc, il n'y a pas besoin de monter des fédérations importantes d'associations qui demandent des financements énormes pour pouvoir fonctionner. Des petites associations de quartier peuvent parfaitement suffire, hein. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour monter une association de quartier pour pouvoir veiller à la scolarité des jeunes de notre quartier. Voilà, c'est à ce niveau-là que les choses se jouent, hein, parce que quand les parents sont vigilants à la scolarité de leurs enfants, qu'ils assistent au conseil de classe, qu'ils vont voir les professeurs, qu'ils interviennent, les professeurs ont une autre relation avec les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les parents ils sont derrière et qu'ils surveillent. Quand les enfants sont laissés tout seuls, ça ouvre la voie à toutes les désorientations que j'évoque. Alors, parmi les pistes, Annick Djokanga, vous proposez les écoles afrocentristes. Même si vous n'y souscrivez pas, je dirais, des deux mains ou des deux pieds, mais enfin, pour vous, ça fait partie des pistes qui pourront permettre aux enfants afro. Nous savons, par exemple, aujourd'hui, il y a des écoles confessionnelles musulmanes. Or, au niveau des afros, pour l'instant, des expériences sont quasi inexistantes. Est-ce que la communauté n'est pas consciente, en fait, de cet intérêt pour vous? Déjà, pourquoi vous ne voulez pas souscrire à ces écoles afro-centrées? Alors oui, j'ai effectivement étudié les écoles afrocentriques dans mon livre. J'ai parlé d'une expérience qui s'est tenue au Canada. Bon, moi, j'explique dans mon livre les raisons pour lesquelles je n'approuve pas forcément ce mode d'organisation, notamment parce qu'en France, nos enfants ne seront pas protégés. Déjà financièrement, pouvoir les mettre en place, ça va être compliqué. Et puis nos enfants ne seront pas protégés parce qu'on vit dans un contexte de crispation communautaire qui est quand même très important. Hein. Donc vous craignez les extrémismes, en fait. Voilà, je crains les extrémismes des enfants qui sont livrés à la vindicte populaire ou à la colère, légitime ou pas, de la population majoritaire et qui considérerait que... Voilà. Donc, et d'autre part, moi je pense, parce que je l'ai vécu, c'est une chance pour les enfants de pouvoir évoluer dans un monde, dans un milieu de mixité raciale, culturelle et sociale. C'est une chance. En ayant grandi dans une telle mixité, j'ai pu côtoyer des personnes de différents horizons et ça crée des liens, des affectivités. Et puis surtout, on voit que, mis dans les mêmes situations, on réussit de la même façon. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité. Donc, préserver la mixité, le modèle existant, la mixité, mais en y intégrant une plus grande valorisation de l'homme noir, et c'est ce que j'explique dans mon livre, hein, avec la création notamment de la journée de l'histoire des Noirs, que il y a déjà la journée de l'esclavage, on vous dirait, Madame Djokanga, on a déjà la journée de l'esclavage, on doit se remémorer de l'abolition de l'esclavage, pardon, on doit se remémorer tout ça. Oui, mais moi je l'explique dans mon livre, c'est très joli, mais l'histoire des Noirs ne commence pas à l'esclavage. On ne nous parle pas de notre histoire. Qui étaient ces hommes avant l'esclavage? Qui étaient-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, on ne nous en parle pas. Effectivement, on nous console de cette journée de l'esclavage, mais notre passé n'est ni, notre présent, voilà, et notre futur, c'est quoi? Il faut aller au-delà de ça et ne pas se contenter de cette commémoration de l'histoire de l'esclavage. Parmi les pistes que vous proposez, Madame Djokanga, la manifestation a inventé le mois de l'histoire des Noirs. Donc juste un mois, les 11 autres, on parle d'autre chose. Ah oui, ce serait déjà un sacré progrès. Et pendant un mois, bon, c'est pas révolutionnaire, les Américains le font déjà. Dans les écoles, les hommes noirs, leur contribution à l'histoire de l'humanité, à la société, sont mis en valeur par des affichages, par des exposés, etc. Donc, dans le cadre de l'histoire, du mois de l'histoire de l'homme noir, on va parler aussi de l'esclavage, parce que ça fait partie de notre histoire. Oui. Mais après l'esclavage, il y a eu les renaissances, hein, les luttes contre l'esclavage, parce que les gens n'ont pas été qu'esclaves et attendu patiemment qu'on les libère. Ils se sont battus pour leur liberté. Il y a eu les décolonisations, et puis aussi parce que l'Afrique va se restaurer. L'histoire de l'homme noir n'est pas terminée. Elle va forcément changer. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui le disent. Il y a aussi des messages subliminaux qui
sont lancées, même si les gens ne les perçoivent pas, mais l'histoire de l'homme noir n'est pas terminée et la restauration approche. La restauration approche, mesdames, messieurs. Vous êtes donc en direct sur Ziana TV. Mon invité dans ce 100% direct, c'est madame Annick Dzokanga. Elle est auteure de ce CTC, Élever des enfants noirs métis chez les Blancs, conseil aux parents. Il est très intéressant de pouvoir le lire parce que ça vous apporte des éléments ou parfois des arguments dans le cadre non seulement familial mais aussi communautaire. Alors, Annick Dzokanga, est-ce que, je dirais, le blanc lambda qui aura ce livre pourrait dire, mais cette femme, non seulement qu'elle soit raciste, mais elle devait être communautariste. Vous répondrez quoi? Écoutez, si j'en ai qui l'ont lu. Ah, d'accord. Donc j'ai des blancs qui l'ont Donc lu. ça ne vous surprend pas. Et les retours que j'en ai eus ont été très très positifs. Les gens ne se sont pas sentis attaqués. Les gens sont revenus en me disant: waouh, j'étais bluffée par ce que tu as écrit. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. C'est vrai que je ne connais pas l'histoire des Noirs. C'est étonnant. Ah oui, maintenant je comprends pourquoi est-ce que les jeunes afrodescendants se comportent d'une certaine façon. Avant, j'avais tendance à être un peu horripilée par leur comportement, mais maintenant, je comprends que cette défaillance dans leur valorisation, ça crée des failles qui peuvent s'expliquer par ces comportements un peu qui peuvent nous paraître dérangeants. Donc voilà, moi j'encourage les Blancs à lire ce livre parce que il n'est pas une attaque dans la mesure où je comprends que eux, comme nous sommes victimes de cette histoire qui a été tronquée, dénaturée, et qui vise plus à nous séparer les uns des autres qu'à nous rassembler, alors qu'en vérité, nous avons les mêmes attentes, les mêmes projets, les mêmes souhaits pour nos enfants. Annick Dzokanga, on va rentrer plus ou moins dans l'éducation. On va rester dans l'éducation nationale et surtout dans les programmes. Je vais d'abord lire un extrait, après vous nous direz éventuellement. Car ce dont ont besoin nos enfants dans le cadre scolaire, c'est la reconnaissance, la valorisation de leur culture dans le partage avec tous leurs petits camarades de classe. En effet, dans les écoles eurocentrées, donc c'est le modèle que nous avons ici en France, les hauts faits des civilisations européennes sont exposés dans la classe, en présence de tous les élèves. On ne donne pas aux petits occidentaux en comité réduit des cours sur leur culture et langue. Tous les enfants de la classe, tête blonde, brune ou crépue, en profitent. Les enfants noirs et métis ont la même attente car, comme tous les enfants, ils ont une soif d'égalité que l'institution scolaire actuelle n'étanche pas. L'un des moyens d'y parvenir passe par la refonte des manuels scolaires, et c'est ça l'intérêt de cette lecture, et par la mise en place du cours commun sur les civilisations, langues et cultures du monde. Alors, l'intitulé de cette mise en place de ce cours, est-ce que ce n'est pas un faux fuyant, puisqu'au lieu de dire langue et culture du monde noir, vous dites du monde, ça veut dire qu'on peut encore aller rechercher les mêmes et ramener, et il y aura toujours un petit coin pour les enfants noirs. Non, parce que ça va être je l'envisage, et je l'explique peut-être plus loin dans mon livre, un cours centré sur l'histoire des Noirs. D'accord. Donc après, donc il peut s'intituler Culture du monde, mais... Oui, Culture des mondes noirs. Peut-être que c'est une imprécision enfin, dans le livre. Oui. Vous faites bien de soulever, mais j'explique. Mais non, c'est axé sur les mondes noirs, oui. Voilà, donc ce serait quoi concrètement en fait? Alors, est-ce que vous voyez aujourd'hui, je dirais, tous ces hommes, la plupart du temps, je dirais, qui sont blancs, qui font ces programmes, s'arrêter pour dire, écoutez les gars, assoyons-nous, il faut qu'il y ait dans le programme, je ne sais pas, de telle classe, un moment qu'on insiste sur les cultures noires. Oui, mais bon, vous l'avez cité, et la première partie de ce paragraphe, je parle de l'intégration de l'homme noir dans les manuels, refondre les manuels scolaires. Je fais récemment revoir les cours à ma fille. On est en train de parler de PIB, donc la richesse des nations, et le PIB de l'Europe comparé au PIB de l'Afrique. Voilà, les Africains sont pauvres, etc. Ma petite, qui est devenue très sensible à ces thématiques-là, elle m'a dit: maman, c'est faux de dire que l'Afrique est pauvre, parce qu'en fait, nos richesses sont pillées. Là, je suis contente, l'enfant a compris. Donc, voilà, présenter le PIB en disant, le PIB des Africains, il est tel qu'il est, parce que les Africains sont pillés par les multinationales occidentales qui sont là-bas. Sur l'histoire de l'Antiquité, par exemple, les Égyptiens sont évidemment présentés, mais quand on voit les images qui sont
dans les livres d'histoire, les Égyptiens ont un teint rougeâtre et aucun enfant noir ne peut se reconnaître dans cet Égyptien-là, parce qu'on ne dit pas clairement que les Égyptiens étaient des Noirs. Donc ce sont des choses aussi simples, rétablir la vérité. Si déjà dans les manuels scolaires, on rétablissait la vérité sur les identités des civilisations qui ont précédé les civilisations occidentales et dont les civilisations occidentales se sont inspirées et qui continuent à être très représentées dans la civilisation actuelle, quand on voit les pyramides du Louvre, toutes ces imageries-là, ça fait directement référence à l'Afrique. Les théorèmes de Pythagore, de Thalès, la construction des pyramides, les triangles, c'est l'Afrique. C'est toutes ces choses-là. Donc, si les manuels scolaires étaient refondus dans cette optique-là, on n'aurait pas besoin de cours de civilisation complémentaires pour compléter les lacunes des programmes officiels. Alors, nous sommes dans un pays, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Et on se rend compte aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une association de quartier qui pourra aller dans cette commission d'éducation pour dire, écoutez monsieur, essayez de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et là aussi, en termes d'organisation, vous l'envisagez comment le faire entendre et comment l'intégrer? Alors, les programmes scolaires, on sait que c'est très sensible. Oui. C'est sensible, il y a des pédagogues, il y a toutes sortes de gogues qui sont au contrôle de... Et souvent, qui sont des programmes qui sont faits par des mâles blancs, pour reprendre l'expression. Donc c'est très compliqué, ils ne veulent pas changer. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le monde autour d'eux va beaucoup plus vite que leur production. Et que maintenant, l'information, la connaissance, elle ne se diffuse plus de manière... verticale ou horizontale? Verticale, oui. Mais se diffuse de manière horizontale. Les enfants se connectent sur YouTube, ils ont beaucoup plus d'informations que ce que vous pouvez bien leur apporter à l'école. Donc, vos connaissances sont remises en question par tout ce qu'ils peuvent apprendre par ailleurs et qui est documenté. Ce ne sont pas des fables. C'est documenté, il y a des historiens qui ont écrit, on a des statuaires, on a des écrits, on a des géographes, on a des historiens qui racontent la vérité sur l'histoire de l'Afrique. Donc, on assiste maintenant à un fossé entre l'école républicaine et les relations qu'ils peuvent avoir avec les afrodescendants, parce que les afrodescendants se rendent compte que l'histoire qu'on leur présente à l'école est complètement tronquée, elle ne dit pas la réalité de l'histoire du monde. Et ça, c'est problématique. Donc, on sait que les programmes vont être très difficiles à être changés, mais les associations de quartier peuvent être mises en place pour permettre aux jeunes d'accéder. Si l'institution scolaire est fermée et qu'elle ne veut pas changer, on peut, sous notre responsabilité, monter des associations pour donner l'information à nos jeunes. Le problème d'enfants noirs ou métis devient le problème d'adultes noirs ou métis, puisqu'on voit que c'est des problèmes qui l'accompagnent quand la construction identitaire n'a pas été faite dans de meilleures conditions, et notamment en ce qui concerne l'emploi. Aujourd'hui, vous nous dites, mais voilà, il faut qu'on arrive à avoir les bons codes, il faut que les parents aient les bonnes informations pour faciliter l'intégration professionnelle des enfants. Et très souvent, dans le milieu scolaire, ça passe par l'orientation. Est-ce que, Annick Djokanga, vous êtes dans une revendication qui est noble, quel conseil donnerez-vous aux parents qui nous écoutent en ce moment par rapport à qu'est-ce qu'on doit prendre en compte dans l'orientation d'un enfant? Est-ce qu'il faut écouter les maîtres ou les maîtresses qui ont dit que lui, il doit aller en lycée pro parce que machin, il doit ça, ou bien, qu'est-ce qu'on prend en compte, si vous me permettez? Écoutez, il faut discuter avec son enfant. Il faut discuter avec son enfant et mettre en place un dialogue très tôt avec l'enfant en ayant un retour de la journée qu'il a pu avoir à l'école, etc. Pas plus tard qu'il y a une semaine, un ami me rapporte une discussion qu'il avait eue avec son enfant, et son enfant lui révèle que quelques mois plus tôt, il avait eu un échange très dur avec son professeur de maths qui lui avait dit « de toute façon, toi, tu es nul en maths, tu n'arriveras jamais en maths ». Et depuis que le prof lui avait dit ça, l'enfant s'était découragé et avait arrêté de s'investir en mathématiques parce qu'il avait été bloqué par cette parole de l'enseignant. Donc, il faut être proche de ses enfants, poser des questions, aller voir les enseignants, aller prendre l'information à la source. Il ne suffit pas de se contenter d'entendre ce que dit le prof. Il faut l'entendre, mais il faut aussi voir quelle est l'appétence de l'enfant, quel est son souhait, les sources d'information, et puis aussi mettre les moyens financiers, si possible, pour pouvoir permettre à l'enfant d'accéder à la formation à laquelle il souhaite. Voilà.
Alors, vous avez une question de l'Okadi Mireille Pindi. Bonjour. Est-ce que le fait de revendiquer un livre de culture des Noirs ne pousserait pas les Incas, les Arabes ou d'autres cultures qui ont impacté l'histoire du monde de revendiquer les leurs? C'est nous qui vivons. Où sommes-nous venus chez les Blancs, chez les autres? Ne serait-ce pas à nous de nous adapter? Peut-être que les enfants veulent tout simplement se sentir français et épouser la culture du pays dans lequel ils vivent. Est-ce à nous, parents, de nous porter caution de ce qu'ils souhaitent? Bien entendu, ceci n'est qu'une question et non une pensée, Madame Djokanga. Je pense que... C'est une mère qui s'adresse à une autre mère. Oui, bien sûr, je comprends bien. On ne pourra pas interdire les revendications d'autres populations. Chacun revendique, à la limite. C'est légitime, parce qu'on a intérêt à connaître l'histoire des autres peuples aussi. Où est le problème avec nos revendications, hein? Il faut qu'on soit en mesure de pouvoir se mettre sur la scène du monde à égalité avec les autres, sans avoir le sentiment que nous, on doit se mettre en arrière-scène, parce que finalement, on n'a pas grand-chose à mettre sur la table, parce que nos civilisations n'ont rien apporté. Donc voilà, enseigner à son enfant la richesse de son patrimoine culturel, c'est pas l'empêcher de s'intégrer correctement dans la société française. C'est pas du tout incompatible, bien au contraire. Quelle est la liberté de l'enfant? Me dit, s'il veut épouser la culture française, il épouse la culture française, au lieu, je dirais, de revendiquer, si vous me permettez encore l'expression, oui, mais son africanité. Il ne s'agit pas de revendiquer l'africanité. Je l'explique de manière... Livre, bien sûr. Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs. Alors, certains poseraient peut-être la question en se disant, mais où est-ce qu'on peut le trouver? Comment ça se passe déjà? Même si vous pouvez googliser, vous retrouverez des informations, mais Annick Djokanga, où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Oui, alors ce livre, il est en vente sur mon site internet qui s'appelle annickdzokanga.com. Sur ce site, vous allez avoir le sommaire, hein, donc vous allez pouvoir parcourir les différentes thématiques que j'ai abordées dans ce livre. Il y a aussi des avis de lecteurs que j'ai retranscrits intégralement, sans censure, de ce qu'ils ont pu penser par rapport à leur lecture. J'ai aussi une petite chaîne YouTube sur laquelle je diffuse encore les vidéos que j'ai faites de présentation de ce livre et que j'ai envoyé sur WhatsApp, et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué donc à la diffusion de ces vidéos, parce que je leur dois ma présence sur cette chaîne. Donc cette petite chaîne YouTube s'appelle Nos enfants noirs et métis. Donc dessus vous avez toutes les informations pour pouvoir accéder, acheter le livre. Voilà, un enfant noir et métis, sauf qu'un enfant noir et métis mal informé devient un noir errant. Alors, on va parler de ces noirs errants, notamment Annick Djokanga, par rapport... Alors, c'est vrai que quand on vous lit, bon, le propos peut paraître dur, mais vous ne ménagez personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même dire, aujourd'hui, les parents noirs ou métis en prennent pour leur grade, et vous ne vous arrêtez pas chez les Blancs, vous repartez au pays d'origine pour voir quel est l'impact des pratiques actuelles sur la construction d'identité des enfants ici. C'est-à-dire les choses se font là-bas, sauf qu'on les paye ici, sur la construction des enfants. Comment est-ce que vous avez dû sélecter en disant, si aujourd'hui mon enfant qui est né ici en France, qui grandit dans ce pays des Blancs, a parfois du mal, en dépit de l'organisation qui n'est pas convenable du système scolaire, mais a du mal à se construire parce que là-bas, ce qu'on renvoie par les réseaux sociaux, par la télé, ça ne facilite pas les choses. Oui, effectivement. Bon, je voudrais juste apporter allez-y. À ce que a dit c'est bon. Sirma Kosso. Je ne tape pas sur les parents. Je suis moi-même une parente. J'ai exposé un certain nombre de choses qui peuvent aussi être critiquées, hein, mais c'est en toute honnêteté, en toute sincérité, avec beaucoup d'amour et de bienveillance que j'évoquais. Vous savez qu'on se du mal un peu avec la vérité, parce que quand ça vous touche, il y a de messe. Pourtant, je le savais, mais pourquoi il n'est pas pris à part? Voilà, donc effectivement, et ça revient aussi à la question qu'on évoquait tout à l'heure sur la construction identitaire. L'enfant ne va pas vous venir en ayant une revendication identitaire, il viendra parce qu'il va vous poser la question de savoir, les Noirs, qu'est-ce que nous avons fait? Le noir errant, c'est quoi? C'est comment est-ce que l'enfant noir peut se construire positivement avec cette image de l'Afrique qui est relayée par les médias sociaux et par la presse, une Afrique pauvre, une Afrique de violence, etc. Et je donne dans mon livre un certain nombre d'éléments pour, malgré tout, aider l'enfant à aimer cette image, à aimer cette Afrique-là,
Parce qu'en dépit de ce qu'on nous montre, il y a des belles réalisations qui se font. Nous avons des belles valeurs sociales et culturelles qui nous ont maintenus et qui contribuent à notre survie actuelle encore dans un environnement qui n'est vraiment pas facile. Et malgré cette image dévalorisée de l'Afrique, continuez à l'aimer. Et je donne des éléments en ce sens-là, en prenant une distance, mais continuez quand même à l'aimer, parce qu'il n'y a pas que la pauvreté, la richesse et la violence en Afrique. Bah, vous le dites aussi d'une manière assez claire, Annick Dzokanga, que les dirigeants actuels ne facilitent pas les choses. Vous le dites vous-même. Enfin, mais c'est ce que j'ai lu. Moi, nous le disons souvent, on nous dit que de dire les choses d'une manière assez négative, mais vous dites aujourd'hui, quand même, je vais vous lire en fait, comme ça les gens comprendront très bien. Mon étude serait incomplète et partiale, c'est très bien, donc on voit déjà l'honnêteté du travail, si je me contentais d'accuser les Blancs de tous les problèmes de construction identitaire de nos enfants. Merci Madame Dzokanga. N'en déplaise à certains, je ne vais pas faire la langue de bois en occultant, au nom d'une pseudo-solidarité raciale, le déficit d'image dont les Afro-Européens souffrent à cause de l'exemple lamentable que donnent nos dirigeants dans la gestion des affaires publiques et des populations. Nos commentaires? Oui, j'ai essayé d'être claire. Moi, j'ai essayé d'avoir une approche très objective, pas partiale, parce que c'est vrai que les relations avec les Blancs, elles sont celles qu'on connaît, mais on a aussi des problèmes avec nous-mêmes et aussi avec nos dirigeants, qui sont d'une violence incompréhensible à l'égard des populations. Et tout le monde le constate, tout le monde le déplore, tout le monde en souffre. La souffrance qui a été la mienne en lisant ce livre, Annick Dzokanga, c'est que je n'ai pas trouvé l'expression diaspora ou le mot diaspora. Qu'est-ce que vous en faites? Mais l'enfant noir et métis fait-il partie de la diaspora quand il grandit? C'est quoi en fait? Il n'y a pas le mot diaspora. Enfin, j'ai essayé de chercher, vraiment, je n'ai pas trouvé. Je pense que je l'ai évoqué. Il doit être quelque part, mais... Je l'ai évoqué. Oui. C'est quoi la diaspora pour vous en fait? C'est-à-dire dans cette construction identitaire, quelle est la place de la diaspora? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un enfant noir ou métis est-il de la diaspora? Comment ça se passe? Oui, en fait, moi je l'explique. En fait, quand l'enfant vit dans un environnement eurocentrique, l'intérêt pour l'enfant, c'est d'avoir une vision continentale, voire internationale de son identité noire. Il ne faut pas seulement s'attacher à son origine étatique ou tribale. Il faut que l'enfant noir il ait une vision beaucoup plus large, universelle et dimension diaspora de notre histoire et de notre identité. Et donc il peut chercher des sources d'inspiration chez des Afro-Brésiliens, des Afro-Américains, des Afro-Caribéens. C'est la communauté... Voilà, donc en fait, ce n'est pas un enfant qui est enfermé dans sa francité, si vous me permettez l'expression, mais c'est un enfant qui est ouvert sur le monde. Ça veut dire que s'il ne trouve pas en France, mais qu'il aille au Brésil, il en trouvera. S'il ne trouve pas au Brésil, qu'il aille, je ne sais plus dans quel coin du globe, il peut toujours en trouver. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un enfant qui est en quête permanente. Si là, il ne trouve pas, et c'est ça aussi un peu le côté intéressant dans votre livre, c'est que si l'enfant, là où il est, il ne trouve pas, qu'il aille voir ailleurs. Oui, parfaitement. Et en fait, c'est pas un manque. En fait, ça fait partie de la vie. Il faut se nourrir de toutes les connaissances, de toutes les expériences positives qui ont existé et qui contribuent à avoir une bonne estime de soi, parce qu'on a des modèles de gens qui nous ont précédés et qui ont fait des choses vraiment très bien. Donc les Noirs font des choses très bien et il faut que nos enfants le sachent et s'en inspirent pour pouvoir bâtir leur projet de vie personnelle. Chaque chapitre ou paragraphe ici est illustré par une histoire vécue. C'est vrai. C'est quoi ce modèle d'écriture? Vous dites, écoutez, ok, on s'arrête, je vais raconter une histoire. Ben, vous la racontez. Et c'était quand même surprenant. Pourquoi vous avez pris un tel procédé en fait, en vous disant, on vous croit déjà quand vous nous dites que les choses vont mal, on vous croit, Annick Dzokanga? Oui. Bah, écoutez, je sais pas, moi je suis née d'un papa qui était conteur, alors peut-être qu'il y a cette fibre qui continue à vivre en moi de raconter des histoires. Non, et je l'explique au début de mon livre. Ce sont des petites histoires, des anecdotes, pour donner un peu de respiration. Des fois, il y a des petites anecdotes qui sont un peu drôles,
pour donner un peu de respiration à toute cette réflexion qui C'est peut vrai. être lourde et puis des sujets qui C'est peuvent vrai. être un peu douloureux. Donc le fait de donner ces petites histoires, ça permet de faire une petite pause, rire un peu parce que des fois il y a des situations qui sont un peu cocasses. C'est pas des histoires neutres non plus. Hein. Non, 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 qui illustrent toujours ce que je veux dire. Et aussi pour dire que je ne suis pas une sociologue, ce sont des choses que j'ai vécues, que je connais. Et d'ailleurs, à cette occasion, une lectrice me l'a écrit en retour. Elle me dit, moi je suis animatrice sociale. Hein, et elle a travaillé en Grande-Bretagne. Et elle me dit, tout ce que vous évoquez, les histoires que vous racontez, ça correspond à des choses que j'ai constatées. Donc votre propos est objectif. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis des petites... C'était assez drôle. Quand vous dites, en fait, ça permet de respirer un peu. Bon, c'est pas drôle, non, c'est pas toujours drôle, mais enfin, ça permet de rentrer dans une histoire et de pouvoir avancer. Annick Dzokanga, on va bientôt arriver à la fin de ce 100% direct. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ce livre, tel que vous l'avez en main, bon, il fait à peu près plus de 200 pages, c'est vrai, mais c'est pas 200 pages neutres. Il y a énormément de choses à découvrir. Et de ce que nous constatons d'une manière empirique dans nos communautés, couché sur le papier, qui vous permet peut-être de pouvoir en dire un peu plus. Il y a aussi, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que vous parlez de l'enfant. Or, étant adulte, donc on voit l'adulte qui est devenu cet enfant. Dans l'organisation aujourd'hui en France, on voit quand même qu'il y a sur le plan physique, notamment ici à Paris, des lieux attribués. C'est-à-dire vous allez à Châteauroux, Château d'Eau, là c'est les Noirs. Après, bon, il y a une nouvelle communauté qui arrive, un peu comme les Pakistanais, mais c'était les lieux des Noirs. Est-ce que ce type d'organisation n'amplifie pas ce phénomène de dépréciation? Parce que quand vous y allez, c'est vrai que vous n'êtes pas chauffe-au-champ, en fait. Vous êtes dans un espace qui respire autre chose. Il y a sur le plan visuel de nouvelles réalités, parfois qui peuvent choquer un blanc qui arrive et dit mince, c'est quoi ce truc-là? On voit toutes ces organisations. Est-ce que là aussi, la communauté ne pouvait pas s'organiser pour mieux approprier ces lieux ou les valoriser autrement que ce que nous constatons aujourd'hui? Ces phénomènes de regroupement, en fait, on les retrouve dans toutes les capitales du monde. Hein. Il y a Oui, il y a les Chinatown ici à Paris, hein, si vous allez dans le 13e, vous avez... Il y a une propension naturelle des communautés à se regrouper entre elles. Donc alors après, au niveau de l'organisation, c'est une question de finances. Hein. C'est des questions... Vous avez dit, la communauté nord n'est pas organisée. Oui, oui. Économiquement, elle ne pèse pas, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour elle de rendre... attractif, hein, les quartiers où elle s'est implantée. Dans le même temps, je cite une petite anecdote d'il y a quelques années où c'était un salon de coiffure afro qui voulait sortir un peu du quartier assigné à ces commerces-là pour aller s'installer dans un quartier beaucoup plus blanc de la capitale. Et la gérante a trouvé dans sa boîte aux lettres des petits mots qui lui disaient écoutez, on ne veut pas de vous dans notre quartier. Donc il y a aussi cette réalité à prendre en compte. Donc la volonté y est toujours. Il n'y a pas du côté de la communauté afro une volonté manifeste de s'exclure, je dirais. Non. Et puis nos quartiers sont ouverts, hein, et les gens circulent librement. Il n'y a pas de difficulté. Les gens ne sont pas agressés parce qu'ils vont dans des quartiers où les commerçants sont majoritairement des Noirs. Les choses se passent bien. Oui. Les choses se passent bien, j'espère aussi qu'elles se sont bien passées pour vous ici à Annick Dzokanga. Votre livre s'ouvre par « Pour commencer », c'est ce que j'ai fait. Pour finir, c'est long, mais je vous laisserai finir vous de votre côté. Je ne savais pas être capable d'écrire autant sur ce sujet. Je ne me doutais pas non plus que la rédaction de cet essai allait m'occuper pendant 7 ans. Malgré l'âpreté du sujet, j'ai veillé à l'écrire avec humour et amour. On l'a bien senti, les seuls langages universellement compréhensibles si on ferme les yeux sur les différences visibles. Commentaire. Oui, c'est vrai. J'ai évoqué des sujets difficiles, j'ai écorné, j'ai griffé, mais ça fait partie aussi de l'amour. Hein. Quand on s'aime, il faut dire les choses. Non, ça ne va pas, pour telle et telle raison. Dans le respect, sans
faire d'invectives. Moi, mon livre ne vise pas à culpabiliser les gens, les uns, à victimiser les autres. Je veux simplement responsabiliser les gens. Hein, on connaît notre histoire très, très compliquée. Hein, et il faut essayer de déminer, d'enlever toutes ces scories pour permettre aux communautés, au peuple, de vivre en paix, en amour, en reconnaissant dans l'autre un humain comme lui, à part entière, qui a besoin, tout autant que lui, tout autant que moi, d'être reconnu, d'être valorisé, d'accéder à un travail, de pouvoir bénéficier de ses ressources pour pouvoir nourrir sa famille, vivre passivement. Il va falloir un jour arrêter avec ces modèles de prédation économique, culturelle, sociaux, pour mettre en place de la coopération, pour justement faciliter les échanges et la vie. Parce que cette terre, nous n'avons que cette terre et nous y vivons tous. Donc il va falloir qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, et il n'y a que l'amour qui peut le permettre. Voilà, c'est le langage universellement reconnu, tel que vous avez dit. Alors, j'aimerais juste, Annick de Kanga, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur le titre, en plus grand, sur le plan graphique, on voit très bien, élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs. Je vais vous laisser tout à l'heure pour dire un dernier mot, notamment des conseils par rapport aux parents, qui sont eux aussi stigmatisés, qui ont eu peut-être une identité difficile à construire. Annick de Kanga, cela permettrait en fait aux hommes et aux femmes qui nous suivent de se rendre bien compte que finalement la solution c'est d'abord soi. C'est d'abord soi avant qu'elle soit de l'autre. Voilà, donc j'aimerais remercier Annick de Kanga d'avoir pris le temps de partager avec nous autour de ce livre Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs. Conseil aux parents, si vous pouvez le lire, lisez-le. Si vous voulez en voir dans votre collection, ce serait très intéressant. Si vous pouvez en offrir, les fêtes vont s'approcher, offrez-le, parce que ça permettrait parfois de dénouer et de mieux comprendre certaines situations. On n'a pas voulu insister sur le corps enseignant, je sais, mais en même temps, parmi les Noirs et les Métis, il y a aussi des enseignants, et je pense que c'est d'abord leur propre personne, leur propre vécu, qui pourrait aussi permettre à ce que le monde enseignant puisse mieux comprendre ces enfants parfois qui sont stigmatisés, qui ont du mal à réussir parce que tout de suite il y a un langage qui ne leur permet pas d'être valorisés, qui est tenu, qui, je dirais, nourrit ce découragement que nous constatons. Comme a dit Annick de Kanga, nos enfants ne sont pas plus idiots que les autres, ni plus intelligents que les autres, mais ce sont avant tout des enfants qui ont besoin de se reconnaître et surtout de pouvoir vivre eux-mêmes dans ce pays qui est aussi le leur, mais tout en sachant que les racines culturelles qui sont les leurs nécessitent aussi d'être entretenues, arrosées par, je dirais, des visages d'hommes et de femmes qui ont fait ce monde noir et continuent à le faire aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été très nombreux, d'avoir participé à cet échange. C'est Annick de Kanga qui va conclure. Quant à moi, nous nous retrouverons d'ici là. À bientôt. Donc j'ai les mots de la fin. Bon, je veux vraiment remercier Sirma Kosso et Ziana TV de m'avoir accueilli sur ce plateau. Alors, ce que je voulais vous dire sur ce livre, c'est peut-être l'un des premiers livres à parler des enfants afro-descendants avec amour, avec respect et avec bienveillance, ce qui change beaucoup sur la littérature abondante et savante sur leur délinquance et les problèmes sociaux qu'ils occasionnent. Donc, en tant que parents, en tant que responsable de l'éducation des enfants afro-descendants, nous devons les traiter avec beaucoup, beaucoup de soin, parce qu'ils sont précieux. Nos enfants sont précieux, et le soin que nous leur apportons quand nous les élevons, ils nous rendront ce soin quand nous serons vieux et serons en position d'être aidés et soutenus par eux. Donc voilà, il faut vous en convaincre les enfants de leur valeur. Et la valeur de l'enfant ne tient pas au teint foncé ou pas de sa peau, à la texture crépue ou pas de ses cheveux, au nez droit ou épaté de son nez.
Sa valeur vient de ce qu'il est. Il est homme et qu'il a sa place au même titre que tous les autres enfants, hein, sur la scène de ce monde. L'enfant naît, il intègre une généalogie, il s'inscrit dans une lignée humaine et ce n'est pas forcément un hasard. Et même si les contingences de la vie du monde, hein, les difficultés, le racisme, etc., viennent le mettre en doute, le parent doit être là pour lui dire qu'il a de la valeur, qu'il s'inscrit dans une lignée humaine qui est valeureuse, qui a fait de très très bonnes choses, hein, et il ne doit absolument pas avoir honte de ce qu'il est, avoir honte de sa parentèle, avoir honte de la sphère civilisationnelle dont il est le rejeton, parce que même si notre histoire a longtemps été cachée, elle commence à se découvrir maintenant, et on sait maintenant que nous sommes à l'origine de la plupart des grandes civilisations, hein, qui ont contribué à l'essor de l'humanité. On sait qu'il n'y a pas de civilisation spontanée, toutes les civilisations se bâtissent par l'emprunt successif à d'autres civilisations. Donc nous, afro-descendants, nous n'avons pas démérité dans l'histoire de l'humanité, même si notre histoire elle a été cachée. Maintenant, elle est accessible. Il y a beaucoup de chaînes YouTube ou documents à l'appui. On retrace notre histoire et on restaure la mémoire de ce que nous avons été. Et parce que nous avons été en mesure de faire de belles choses dans le passé, nous serons en mesure de faire de très belles choses aussi dans le futur. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de veiller à l'éducation et à la scolarité de nos enfants pour qu'ils aient tous les outils possibles pour pouvoir participer à ce monde nouveau qui arrive, parce que l'homme noir aura une place prépondérante. Merci pour votre écoute.